L'after est de retour, on est ensemble jusqu'à 23h. J'attendais évidemment que BFM Sport nous rejoigne. RMC, BFM Sport en simultané. Le replay de l'after dès la fin de l'émission sur rmcsport.fr avec d'ailleurs toutes les infos mercato. Et tout de suite, l'avis de François Manardo. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Je pense à Noah là, qui était avec nous, et Jonathan le connaît un peu, donc il a 14 ans, et je pense à cet avis où on parle de circoncision. Ça m'embête pour lui. Et là, on est passé en mode adulte. C'est la réalité. L'after à C'est une réalité. 22h43. Bien sûr, on est toujours. C'est le monde, c'est pour tout le monde. Voilà, Allez. c'est tout public. Et tu vas nous parler de la double compétitivité. Ouais, la des double clubs. compétitivité. Moi, j'aime bien ce qui se dessine là avec la Ligue 1 à venir, dans le sens où, on va normalement retrouver un duel Paris Saint-Germain-Monaco plus féroce que jamais, parce que je vois mal le Paris Saint-Germain souffrir une année de plus, surtout après tout ce que nous a expliqué Jean-Baptiste Guégan sur l'orgueil qatari, souffrir une nouvelle fois d'un affront monégasque. Donc je pense que ça va nous donner un duo et une lutte, un mano à mano que j'espère fantastique pour tous les observateurs, les suiveurs de la Ligue 1, mais pas seulement. L'année passée, on a eu un des championnats dans ce qui s'est passé dans sa tête, mais également pour la relégation extrêmement intéressant, puisque Nice s'est mêlé à la danse pendant très longtemps entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Je rappelle que le total de points cumulés entre Paris, Nice et Monaco était assez impressionnant eu égard aux autres grands championnats que sont l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, bref. Mais je vois aussi que entre le projet de Lille avec Marcelo Bielsa, Gourvenec, dont j'attends beaucoup en termes de confirmation à Bordeaux, Nice, évidemment, qui est en train de recueillir les fruits de son excellente gestion et puis son centre de formation qui va voir le jour en septembre. Et puis pourquoi pas Ranieri à Nantes, et enfin Lyon qui doit aussi se remplumer avec, Jonathan l'a développé dans son point de vue, une nouvelle ère qui s'ouvre du côté des bords du Rhône. Donc plus de compétitivité dans ce championnat de France, et on va plus avoir 19 équipes qui étaient spectatrices de l'ogre parisien. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et c'est quelque chose toujours qui me tient à cœur dans cette émission, j'aimerais bien que cette compétitivité franco-française, consanguine, eh bien, on la retrouve aussi sur la scène européenne. Depuis les années 90, plus aucun club français n'est monté sur la première marche d'un podium européen. Entre-temps, des Russes l'ont fait, par exemple, des Ukrainiens. Sur le podium. Dans le podium à la première place. Ah, ok. Ouais. Merci de me rappeler qu'aucun club français n'a gagné de Coupe d'Europe depuis le Paris Saint-Germain. Podium, oui. Non. Il y a quand même des finales. Il y a des finales perdues. Je rappelle qu'on est à un taux d'échec en finale de Coupe d'Europe qui est de vertigineux, 85%, 15% de réussite si on le voit dans l'autre sens, et que cette compétitivité française, eh bien qu'on la retrouve enfin sur la scène européenne, qu'on ne nous serve plus oui mais cette Europa League elle est mal placée avec le jeudi, ça n'empêche pas quand même d'autres clubs de la remporter cette Europa League à un moment ou à un autre. Sur la Ligue des Champions, on a eu un club demi-finaliste, j'espère que le Paris Saint-Germain du Qatar va réussir à ressembler à son homologue parisien des années Canal+, qui avait joué des demi-finales européennes, que Monaco sera bien inspiré aussi de garder cette même confiance et cette même qualité pour se retrouver une nouvelle fois à un haut niveau de la scène européenne. Bref, que cette compétitivité française, auquel je crois pour le cru 2017-2018, si c'est pour ressembler à une compétitivité comme dans un championnat, je fais exprès, j'exagère, de Malte ou de Moldavie ou du Monténégro, ça ne m'intéresse pas. Même. Qu'on la retrouve sur la scène européenne, pour moi ce sera un premier signe très fort que tu es compétitif en France, et ben tu arrives à le démontrer aussi sur la scène européenne. Une finale Marseille-Lyon en Europa League à Lyon, ça aurait de la gueule quand même. Oui, c'est à Lyon en plus la finale. S'ils pouvaient faire comme les filles, c'est à Lyon la finale de l'Europa League. Exactement. Yacine est avec nous. Salut Yacine, supporter de Monaco. Salut à tous. Salut d'accord avec François qui trouve la Ligue 1 alléchante au niveau, on va dire, domestique. Mais il faut que ça se reflète sur la scène européenne. Yacine. Oui, exactement, tout à fait. Pour moi, ce qu'on a vu l'année dernière, c'est une première étape. Le championnat de France redevient compétitif. On l'a vu, et bizarrement, si on devait faire une courbe entre l'arrivée de certains entraîneurs et les niveaux de la Ligue 1 aujourd'hui, il y aurait une forte corrélation. Pour moi, ça passe. Et quand on voit les bancs de chaque club de Ligue 1 l'année prochaine, en tout cas
ceux qui sont au top, on va dire les 8 premiers en termes de prévision, moi, je suis plutôt confiant quand je vois ça. Parce qu'on a des entraîneurs qui ont une certaine expérience au niveau européen. Ouais. On a aussi des entraîneurs qui prônent quand même le jeu et qui fait gagner au niveau européen. Hein, parce que on peut être très compétitif en Ligue 1, mais si on ne s'adapte pas aux autres jeux plus techniques comme le championnat espagnol ou un jeu plus direct comme l'Angleterre, c'est assez compliqué. Et là, je pense qu'on a vraiment des entraîneurs et des équipes qui jouent de façon différente, qui essayent de développer une identité de jeu. Et je pense que ça va beaucoup aider sur la scène européenne. Oui, un jeu plus défini, mieux fini sur la scène européenne, alors que parfois tu peux te permettre sur la Ligue 1 quelques brouillons, mais sur la scène européenne c'est pas possible. Et puis ces entraîneurs étrangers, les bons en tout cas, qui maintenant viennent chez nous, qui décomplexent. Parce que je fais pas de France. Non, j'ai parlé de Gourvenec pour Bordeaux. C'est vrai que j'ai parlé de Gourvenec pour Bordeaux, mais qu'il décomplexe aussi nos joueurs. C'est ça. En fait, c'est exactement le mot. On a eu l'habitude pendant longtemps, avec une mentalité en Ligue 1, de se dire il faut surtout pas prendre de but, et sur une contre-attaque, on pourra peut-être marquer un but. Et puis de se contenter de peu. On a fait un quart de finale, on a fait une demi-finale, c'est bien. Je vais parler en tant que supporter. Je vais donner l'exemple de Monaco. L'année dernière, avec le jeu qu'ils ont proposé, en plus en sachant qu'il y a Paris qui, en début d'année, devait tout gagner, etc. Moi, la façon dont ils ont joué, on finit 2e ou 3e, c'est pas grave. C'est important, c'est le jeu. Supporter de Monaco, on a eu le titre, tant mieux. Mais c'est pas grave. Ils jouent comme ça, ils perdent, c'est pas grave. Ouais, parce qu'on sait très bien qu'avec le temps, ça passera. S'ils travaillent dans ce sens-là, ça passera. Et le deuxième point, au-delà de ça, au-delà de l'ambition du jeu, etc., c'est quand même se laisser le temps de construire. On a des équipes, et Lille, par exemple, je vais citer Lille, qui a eu de super joueurs. Mais à chaque fois, Rudy Garcia, d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il est parti. C'est qu'il sort une équipe, on en enlève 4, il en remet 5, les 5 partent l'année suivante, et on se dit, il suffit de garder 2-3 ans le même effectif, je peux vous garantir qu'on fait une équipe superbe. Comme Marseille, à un moment donné, quand il y a eu les départs de Nasri, l'arrivée de Ribéry, vous imaginez une équipe comme ça, il suffit juste d'être un petit peu patient, et j'ai l'impression qu'ils ont joué ensemble, Nasri et Ribéry. Pardon ? Ils ont joué ensemble, Nasri et Ribéry. Mais... Bon, il faut rajouter d'autres alors. Il faut arriver après. Mais dans le discours des présidents, par contre, là, je le sens, il y a cette volonté aussi de construire sur du long terme, et ça a commencé par les stades. Donc il y a beaucoup de signaux positifs qui me font dire qu'on va y arriver. Mais si on reste sur la même ligne directrice. Merci Yacine d'avoir été avec nous, en tout cas pour abonder dans le sens de la vie tranchée de François. Dans quelques instants le quiz, mais tout de suite le je m'en fous pas. On va d'abord écouter quelqu'un, vous allez me dire si vous la reconnaissez. Adil, je me dévoue pour poser cette question. Est-ce qu'on aura la chance, je sens que tu me vois venir, est-ce qu'on aura la chance de voir Pamela Anderson au Stade Vélodrome cette saison? Oh, Juneve. Non. Je sais pas quoi te dire. Pourtant, j'ai bien pris ma leçon, mais là... ça, c'est ma vie privée et je suis là que pour du football. Donc voilà, je suis désolé. Mais bien tenté. Voilà, c'était Adil Rami en conférence de presse. Mais il n'infirme pas. Non, il n'affirme pas. Adil. Et celui qui a posé la question, c'est Nassim Tiraj, qui bosse pour RMC, qui était à la conférence de presse d'Adil Rami. Adil Rami, là, qui parlait évidemment de Pamela Anderson, enfin, qui on essayait de faire parler de Pamela Anderson, qui est très distinguée. Comme alors, tiens, alors maintenant, vous allez écouter ça. Toujours à l'OM. Qui chante? Céline Dion. Céline Dion. Elle va être à Nice bientôt, dans quelques jours. Elle va être à Nice le 20. Et en fait, c'est pas l'air. C'est horrible. Allez, l'OM, ils ont jamais entendu ça, les mecs. Non, mais bon, voilà, elle a essayé d'amadouer le supporter marseillais devant 45 000 personnes, concert au Stade Vélodrome, et donc elle a entonné c'était sur l'air de Seven Nations Army. Army. C'est de se dire que le Vélodrome sert à faire aussi bien des concerts d'ACDC que de Céline Dion. Juste quelques infos très rapides. Je vous l'ai dit, Amin Harit a marqué, Schalke 04 a battu le Beşiktaş et Amin Harit a marqué un
buts, voilà, c'est important. Les gardiens d'Arsenal qui ont battu à eux seuls le Bayern Munich au tir au but dans la Champions Cup, il y avait un partout à la fin du temps réglementaire. Puis il y a un match des étoiles avec les meilleurs du MLS qui vont jouer contre le Real Madrid. Il y a Schweinsteiger qui sera d'ailleurs présent dans ce match. Et puis un truc marrant, Christian Zaccardo qui a été champion du monde d'ailleurs avec l'Italie, qui cherche un club et qui a mis toutes ses stats sur LinkedIn, vous savez, ce réseau social qui permet aux gens de trouver du boulot. Et ben lui, il a choisi ça de manière assez marrante. Voilà, allez tout de suite le quiz avec notre tenant du titre, Corentin. Salut Corentin. Bonsoir Florent, bonsoir Jonathan. Tu Bonsoir veux jouer Ah, mais c'est Corentin. Tu veux jouer avec qui? Est-ce que tu peux me donner le thème avant Florent, s'il te plaît? Non. Vas-y, dépêchez-vous. Jonathan. Fabrice, tu vas jouer avec François. Attention, c'est parti. Le meilleur buteur, c'est parti, de l'histoire du FC Nantes. Wedek. Loco. Non. C'est avant. Riozic. Non. Gondé. Oui. Gondé. Fabrice. Oui, Fabrice. Gondé, 146 buts, avec la célèbre phrase des supporters dans le stade à Nantes. Gondé, ton but. C'était ça à peu près. Joueur le plus capé avec les Canaries. Henri Michel. Non. Non. Ah, pas loin. C'est la même époque. Non. Moses. Non. Je suis en feu. Non. Moi, J'allais sur le bout de la il y a langue. toujours un truc qui doit marcher pour le plus capé, qui peut être une première réponse possible. Assez logiquement. Bertrand Demann. Oui, c'est souvent un gardien de but. Jean-Luc Ettori. Tu m'as mis sur la voie. J'ai mis un peu sur la voie, mais enfin tu as trouvé 650 Allez, matchs, Corentin. 2-0 pour l'équipe. Fabrice, François. La date du dernier titre de champion? 99. Non. 2001, Corentin. Bien joué, 2001. 2001. Ah ouais. Cette année-là, qui avait été le meilleur buté? Wedek. Non, Nantais. Loco. Non. Pedros. Non. C'est pas Pedros? C'est pas Wedek? Non. Ah, Moldovan. Non, Moldova. Non, putain, merde. Non. Non, c'est pas Moldovan. Monterrubio. Oui, Oui, Monterrubio, oui, réalisation bien de joué. Corentin, 12 buts. J'étais pas sûr. Donc, Qui a été meilleur joueur de Ligue 1 cette saison-là? Wedek. Loco. Pedros. Non. C'est bien tenté, Marc. La mer Noire. La mer Noire. Pedros, c'est pas Pedros? Non, c'est pas Pedros. Monterrubio. Non, c'est pas Monterrubio. C'est Meilleur pas joueur Nantais, c'est pas de Nantais. Makélélé. Non, il était plus là. C'est quelqu'un qui a fait une belle. Marama Vaioria. Juninho. Une belle. Juninho, il était joué à Nantes. Non, mais c'est pas forcément. Fabrice, c'est quelqu'un qui a fait une Ah, mais belle. il est nantais ou pas? Il a fait Attends. une belle. Fabrice. Carrière. Non, c'est moi. Les deux en même temps. C'est Jonathan. Ça, il dit pas Les deux en même temps. Les deux en même temps, ça ne compte pas. Puis je vous ai légèrement aidé. C'était horrible, ça. Une belle. Allez. Oui, Attention, Allez, Corentin. attention. Celui qui sera le plus proche va peut-être remporter ce point. La date de création du FC Nantes. 1906. 1944. Et toi, Jonathan, tu n'as pas 1916. parlé. Et toi, Corentin, tu n'as pas parlé. Il faut vérifier sur Internet. Fabrice, 44, c'est très bon, c'est 43. Non. Bah oui. Bravo Aussi Fabrice, 3-2. 3-2 pour Fabrice et Allez, François. C'est Allez. pas fini, c'est pas fini. Attention, là, ça va aller vite. Concentration. Le Là, ça nom transpire. du stade avant la Beaujoire. Sopin. Oui, Marcel Sopin, Marcel bravo. Sopin. Marcel 4-2 Sopin. pour Fabrice et François. Marcel Sopin. Très rapidement, quel coach a entraîné Nantes et terminé 3e d'une Coupe du Delouet. Monde en tant que sélectionneur? Michel. Non. 3e d'une Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Voilà, ça. Eh oui. Non, Ok. Ah, là. C'était même entraîneur, je m'en souviens même plus. non, c'est plus récent. Ah. Je l'ai interviewé. Jean Masson. Mais non, c'est plus récent. Copa. C'est Attends, plus- mais de beaucoup quoi? plus récent. 3e d'une Coupe du Il a Monde. été sélectionneur d'une nation qui a Oui. fini 3e de la Coupe du Monde. Il est- Celui de la Croatie. Oui, absolument, Fabrice. Je sais pas son nom. Bilic. Je me souviens Non. plus. Pas Bilic, Presque. non. Allez. finit en Ligue, forcément. Oui. Corentin, allez. Miroslav Blažević. Bah, il y a 4-2 toujours. Quel ex-joueur nantais décédé en 85 a donné son nom à une tribune de l'ancien stade à Marseille? Enzo. Non, c'est pas Doncor. C'est un joueur argentin. 85. Procero. Non, presque. C'est la bonne période. C'est moi qui l'ai mis cette question. Sanoun. Non, Sanoun, il est mort Non, aussi. il est pas- mais d'une crise ouais. cardiaque à Attends, l'entraînement. Il a je fait crois. tous là, les décédés. Non, Sauf c'était lui. Oscar Muller, Oscar Muller. l'Argentin, Ah ouais, qui est mort d'un accident de voiture. Et bien Ouais, voilà, il fait quasiment toutes les c'est viandes gagné, froides. C'est gagné, François. 4-2. Ah, C'est gagné. Corentin, Juste désolé. la dernière question, Là, c'est il y a contre pas quel club? Ça, il va savoir François. Contre quel club espagnol le FC Nantes a disputé et perdu une demi-finale de Coupe des Valence. clubs champions? Oui, Valence. Bien joué, Fabrice. Rien à dire. Fabrice a Valence de gagné. Kempes. Ah, il y a pas de Kempes problème. qui avait Le Valence marqué de d'ailleurs, Kempes. qui avait marqué contre Nantes. Mais Fabrice c'est a souvent sur le gagné. bout de la langue, toi, mais. Bravo à Fabrice. Merci François, merci Salut, Jonathan. salut. On rappelle que la
l'after, c'est évidemment demain, 21h, 23h. Il y aura un quiz, il y aura aussi des invités, il y aura les avis tranchés et toutes les infos mercato. À demain, bonne nuit Salut, à tous. Bonne nuit, et mon loulou. dans quelques instants, ce sera le meilleur du Tour de France. Ah bon.